Gilles Charpentier, docteur en gynécologie, obstétrique, chirurgien, dites-le dans l'ordre, s'il vous plaît. Dans l'ordre, c'est que j'écris des romans. Non, d'abord, je voudrais que vous parliez de cet être humain-là, que vous sortez de tous les ventres des mamans. Quand elles entrent ici, elles sont malheureuses. Quand elles sortent, elles sont mamans. Elles récupèrent cette fameuse casquette. C'est à la fécondation in vitro, c'est fabuleux. Mais au départ, quand même, vous avez une carte extraordinaire. Alors d'abord ça. Après, pour les internautes, on parle de l'incubateur qui vous a mis la plume à la main. J'écris des romans parce que je peux donner mon avis, alors qu'en tant que médecin, je ne peux pas le faire. Et ces romans concernent des problèmes sociaux et humains que j'ai découverts et essayé de gérer au cours de ma vie professionnelle, qui est effectivement celle d'un chirurgien, gynécologue, spécialiste en fécondation in vitro depuis 32 ans, et également accoucheur, parce que le but est finalement de faire naître un enfant inespéré chez beaucoup de couples. Voilà. Et je voudrais savoir, quand le couple arrive, ils viennent toujours tous les deux, ou il y a que la maman qui vient? Est-ce que vous faites venir le papa? Non, c'est toujours un contact de couple. Très peu de femmes viennent seules ou venaient seules. Les choses changent aujourd'hui, car les femmes, même très jeunes, ne trouvent plus de géniteurs et désirent de plus en plus une préservation de leurs ovules par congélation avant de trouver dans quelques années le spermatozoïde amoureux. Cette technique est bien sûr interdite en France par notre éthique, mais tout à fait permise dans les pays annexes et aux États-Unis. Et c'est justement une attitude qui est tout à fait qui démontre tout à fait l'évolution vers laquelle on va, vers la procréation individuelle devant la faillite du couple. Et alors justement, vous avez écrit, pour les internautes, c'est important de leur dire à un moment donné, vous le direz quand vous le sentirez, pourquoi ou comment vous êtes mis à écrire, mais les titres que vous avez choisis sont plombants. Moi, je suis restée scotchée, parce que quand même, au nom du diable, du vice et du mauvais esprit, et ensuite, JC, Satan vous aime, non, et Dieu vous aime, ce sont quand même des titres voilà, qui nous capturent, qui nous emprisonnent. On a envie de vous lire, on a envie d'y aller. On se dit mais qu'est-ce que c'est, avec votre fille qui fait des couvertures, qui est magnifique, qui est une artiste aussi. Donc là, vous faites un tandem extraordinaire et vous retenez les gens. Et une fois que vous les avez retenus, on se rend compte que vous soulevez des problèmes de société énormissimes. Alors, par rapport au pourquoi, on va en revenir à la fécondation in vitro. Et vous allez entrer dans les détails. Pourquoi, en fait, voit-on aujourd'hui l'essor de cette fécondation artificielle? C'est pour répondre aux besoins d'un enfant à tout prix. Oui, j'ai bien vu que vous aviez marqué un enfant de compagnie. Moi, j'ai eu l'association dans mon cerveau, un chien de compagnie. On fait un enfant de compagnie. Non, on ne peut pas dire ça encore. Certaines personnes vont être amenées malheureusement à manipuler un enfant pour qu'il devienne un être de compensation, mais je pense qu'au départ, ce besoin d'enfant à tout prix, c'est pour compenser l'effondrement des relations humaines entre l'homme et la femme. Bien. Alors, chaque fois il y a une performance d'écriture quand même dans votre livre. On entre dans un grand boulevard, on a déjà des descriptions, vous avez mis un pinceau au stylo, une caméra au stylo, c'est merveilleux, il y a des couleurs, il y a des marques de luxe qui ressortent, c'est vraiment, on s'amuse et en même temps, tout d'un coup, vous nous baladez au sens propre, au sens figuré, on se retrouve dans une contre-allée. Alors là, on se met à réfléchir, parce que tiens, il faut bien s'arrêter là-dessus. Oui, d'accord, c'est descriptif, c'est amusant, mais quand même, là, il a soulevé un lièvre, c'est quand même un problème important. Au moment où on réfléchit dans cette contre-allée, tout d'un coup, on voit 3 boutiques magnifiques, on se dit, ah, les vitrines sont belles, là, il y a encore quelque chose dans la contre-allée, vous soulevez encore un autre problème, et on se retrouve finalement dans une boutique avec une arrière-boutique, puis, subito presto, hop,
on est à nouveau dans le boulevard, il y a une description frontale, on est dans le réel, on n'est plus dans le social et dans l'analyse. Moi, j'ai trouvé ça génial. Alors, le premier message que j'aurais souhaité que vous transmettiez avant d'aller en avant dans les problèmes de société qui vont être soulevés grâce à vous, au travers de cette belle histoire, quel est le message que vous pourriez donner aux internautes par rapport au moment où vous avez dit, voilà, là maintenant j'écris? Parce que vous avez quand même deux fonctions différentes, même si on est toujours dans le cadre humain. Le message, si message il y a, c'est pas du tout un livre à message, simplement un livre rassemblant toutes les émotions que j'ai pu connaître au cours de mes expériences sociales, professionnelles et tous les témoignages de personnes dont j'ai eu à m'occuper. Si on pouvait résumer ce projet, c'est constater, la déroute de l'amour, et est-ce qu'il y a un système pour le remplacer? Le système qu'on veut nous proposer aujourd'hui. La déroute de l'amour, on peut la décrire effectivement, comme vous le dites très bien, dans un chaos social, mais dans ce chaos, il y a des êtres perdus qui sont en déficit existentiel et qui veulent aussi exister. Et aujourd'hui, il est un fait que la femme ne croit plus en l'homme et que l'homme ne croit plus en la femme. Et c'est ce constat qui vous a mis la plume à la main pour écrire ces émotions-là? Oui, car... C'est le virage, il est là. Oui, parce que mon avis, en fait, est qu'on ne peut rien faire sans l'amour et que je ne sais pas comment on peut le rattraper. Bon, il est là, Dieu, alors, puisque Dieu est amour. Dieu et l'amour, c'est la même chose. C'est votre définition. C'est quelque chose que l'on ne cerne pas, dont on a besoin, mais qu'on ne peut pas rattraper. Et c'est ça qui est dramatique, car on est en constant déficit, frustration et constamment insatisfait. Pour en revenir à cette incompréhension qu'il y a entre l'homme et la femme aujourd'hui, elle n'est pas fortuite, elle ne s'est pas faite comme ça brutalement en 50 ans, sans qu'il y ait de facteurs extrinsèques mal intentionnés. Aujourd'hui, la femme, et ça ce sont mes témoignages, je m'occupe beaucoup de couples de 30 ans, la femme quitte l'homme car il ne la fait pas exister. Il ne la regarde plus. Et l'homme quitte la femme car elle ne le fait plus rêver. Le constat est là. Et bravo. Vous avez résumé tout ce qui se passe sur la planète en 2 phrases. Alors pourquoi? Ah ben le pourquoi, si vous répondez pourquoi, c'est génial. Pardon. Mais après, il faudra répondre à cette question. L'amour, à quoi sert-il? Est-ce que l'amour doit servir à quelque chose? Moi, je peux tasser. Bien sûr, mais je pense que ce divorce entre l'homme et la femme est avant tout social. La femme a pris goût à la carrière sociale, à la consommation et aux leurres du bonheur matériel. Et pour cela, elle a choisi des valeurs sécurisantes comme l'argent et la technologie, plutôt que des valeurs humaines, fragiles et peu efficaces dans la carrière sociale. Alors, qu'est-ce qui a permis cette révolution de comportement en 50 ans? Ce qui intéresse avant tout la femme. La femme a beaucoup plus changé en 50 ans que l'homme, même si les deux ont des responsabilités équivalentes dans cette faillite du couple. La femme a maîtrisé d'abord la naissance de ses enfants par la fécondation in vitro, l'avortement et la pilule. Et deuxièmement, elle a pu bénéficier de structures et d'aides sociales lui permettant de consacrer moins de temps à ses enfants et ainsi lui permettre de travailler, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays d'ailleurs. Et enfin, elle a acquis des droits sociaux tout à fait légitimes qui lui permettent cette autonomie et cette parité nécessaire à la carrière sociale. Alors là, je vous arrête parce que c'est vrai que lorsque vous décrivez toutes ces dames, des Amazones sexuées, des malheureuses du jardin d'enfants, enfin, vous avez une façon de les décrire qui est... Moi, je me suis reconnue à plusieurs titres. Je veux dire, il faut être de bonne foi dans cette histoire parce que... Mais d'un autre côté, ces femmes qui se sont mises à vouloir être en même temps indépendantes et protégées, et vous dites qu'on ne peut pas avoir les deux,
par les hommes. C'est parce que peut-être à un moment donné, les hommes se sont conduits d'une manière qui fait que. Parce que, bon, je ne veux pas faire de psychologie à bon marché, mais on ne peut pas dire qu'il y en a un qui commence, c'est lui qui a commencé, comme dans la cour de récréation, ah non, c'est elle qui a commencé. C'est circulaire, une communication. Donc à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui fait, ou alors qui a poussé trop loin la femme dans une solitude, hein, pour qu'elle ait envie de se réveiller comme ça. Vous pensez que l'homme a beaucoup changé depuis des milliers d'années? Moi, je pense qu'on n'enlève pas les zébrures du zèbre. Et vous pensez que la femme n'a pas énormément changé en 50 ans? Oui. Bon. Alors, peu importe qui est responsable ou pas, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est le résultat. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'entendre. L'amour servait à quoi? Voilà. Bien, moi, j'ai failli pleurer hein, quand j'ai vu cette question. Parce que l'amour doit servir à quelque chose. Oui. Non, si vous me cassez mon prince charmant, c'est plus possible. Hein. L'amour, c'est très bien décrit dans un livre de biologie, de neurobiologie, écrit il y a une dizaine d'années. L'amour, au départ, était nécessaire pour la reproduction de l'espèce. En effet, si l'homme et la femme sont arrivés sur cette terre, c'est d'une part qu'ils sont différents, et on avait besoin d'eux pour reproduire l'espèce, et en particulier pour améliorer l'immunité de leurs enfants. Et c'est la raison pour laquelle l'amour a été un facteur permettant de rapprocher des êtres extrêmement différents, tels que l'homme et la femme. Et plus les différences étaient importantes, plus l'immunité acquise par leurs enfants leur permettait de se défendre contre tous les éléments agresseurs. Donc, en fait, l'amour, c'est fait pour transmettre des différences. Et aujourd'hui, que se passe-t-il? Eh bien, la science, au service de l'argent, rapproche des êtres semblables, que ce soit par nos machines, par nos ordinateurs, mais demain va permettre de créer des êtres semblables par l'intermédiaire de nos laboratoires. Alors, c'est peut-être effectivement un moyen nouveau, scientifique, mais extrêmement dangereux, de remplacer l'amour. Alors, question, moi je suis plutôt pour les couples similaires. Tout ce que vous avez dit, à chaque fois je suis d'accord avec vous, sauf là-dessus. Je pense que dans une deuxième ou une troisième union, le couple complémentaire, ça ne marche plus. Mais je ne parle pas des différences génétiques ou des différences masculin, féminin, virilité, féminité, etc. Je parle du quotidien, parce que vous en parlez de ce quotidien qui est affreux, hein, aussi dans ce livre. Donc, on a besoin quand même d'avoir des gens qui s'assemblent, se ressemblent. Moi, je fais une autre émission avec un artiste, on est en plein air là-bas sur la digue du Cap d'Aille, et c'est vrai que très souvent, on a inventé un couple virtuel, et c'est vrai que très souvent, moi, ce que j'entends dans les témoignages, autant que vous, hein, mais pas dans un secteur médical, c'est justement, oh écoute, il se lève trop tôt le matin, attends, il est toujours parti, oh, il travaille la nuit, oh, ça l'intéresse pas ce que je fais, il aime pas l'art, etc., etc. Oh non, il aime pas trop le monde, il préfère rester devant sa télé, oh, il est tout le temps devant le sport. Vous savez, vivre avec quelqu'un avec des complémentarités comme ça, parce que moi je veux bien remonter dans le temps, je veux bien parler de la biologie, mais il ne faut pas non plus tomber dans le blabla. Quand on vit avec quelqu'un et qu'on est obligé de se séparer, il faut bien le pourquoi à un moment donné, il faut, d'accord, la tête dans les étoiles, mais il faut garder les pieds sur terre. Alors comment on fait pour avoir quelqu'un qui est très différent de nous? On ne va pas jusqu'au clone, hein. On va avec quelqu'un qui a les mêmes affinités que nous. On n'a pas envie d'être dérangé par quelqu'un, parce que sinon, alors les couples très différents, ce sont ceux qui se parlent plus au restaurant, ils n'ont plus rien à se dire, Gilles. Vous les voyez, ces couples aussi. On dirait que vous avez inventé les couples depuis quelques années. Les couples, ça existe depuis la nuit des temps. Oh oui, mais là, ça devient exponentiel, hein, quand même. Ben parce que, regardez, tout le monde en parle, il y a la transversalité, Pourquoi? La visibilité de... Vous trouvez ça normal que subitement on s'intéresse aux difficultés quotidiennes des couples? Je ne sais pas pourquoi. En 50 ans, alors que l'homme et la femme existent depuis toujours, ou presque, je vous donne un exemple de relation humaine expliquée par la science. Je fais une césarienne.
le bébé est mis tout de suite au sein de la maman. Que fait le bébé? Il se précipite vers le mamelon et tète. 10 minutes après, on va amener le bébé dans une ambiance plus chaude qu'un bloc opératoire, et le papa accompagne le bébé. Et on va mettre le bébé contre la peau du papa pour garder de la chaleur. Eh bien, croyez-vous que le bébé aille se précipiter vers le mamelon du papa? Bien sûr que non. Cette attraction entre la mère et l'enfant, elle est due simplement à la sécrétion d'hormones olfactives qu'on appelle les phéromones. C'est une des clés biologiques de l'attraction entre hommes et femmes. Oui, mais alors là, on est dans la première contradiction. Parce que si l'amour est scientifique, alors ne me dites pas que c'est des petites étincelles dans les yeux et que Jean-Claude Satan ou J.C. Satan cherche la femme absolue. Et vous le dites à un moment donné, celle qui lui ressemblait le plus. L'amour est biologique, en partie, pour pardonner les échecs du quotidien et les défauts de l'autre. Quand on n'est plus capable d'assumer les défauts de l'autre, on n'a plus rien à faire en couple. On tombe dans le piège de l'individualité ou de l'individualisme tel qu'il est présenté aujourd'hui par la société, et ce piège est pervers. Ce jeu pervers aujourd'hui consiste à donner ce goût de la vie matérielle en supprimant la vie existentielle et à favoriser l'individualité de chacun. Certes, pour vivre aujourd'hui de façon individuelle, on n'a pas besoin d'amour. On a besoin peut-être d'être semblable, si vous voulez, puisque vous avez été réunis par un profil informatique permettant votre rencontre artificielle, et dans le profil informatique... Moi, je peux pas avec ça. Oui, mais la plupart des gens aujourd'hui vont dans des machines parce qu'ils sont seuls. Oui. Ah oui. Et ils mettent dans la machine leur profil informatique, et ils vont entre qui? Des gens qui leur ressemblent. Donc les machines aujourd'hui font des couples qui se ressemblent, comme vous semblez les aimer. Je mets une petite objection. Sa seule maîtresse était sa liberté, et la seule femme qu'il aimait était celle qui lui ressemblait le plus. Oui, alors, cette phrase va contre tout ce qu'on est en train de dire. Pas du tout. Bon, alors, parce que là, vous parlez d'amour. C'est un héros qui cherche l'amour absolu. Et l'amour absolu, c'est celui qui permet de magnifier l'ego de l'autre, et réciproquement. Or, l'ego d'un homme, c'est la liberté. Et quand vous rencontrez une femme qui n'a pour souci que de magnifier votre envie de liberté, vous savez que c'est une femme qui vous aime. Mais réciproquement, l'homme doit faire la même chose et magnifier l'ego de la femme dont il est amoureux. Cet échange ne se passe quasiment plus aujourd'hui à cause de ces leurres matérielles, de ces leurres de bonheur matériel organisées par la science et l'argent. J'en reviens à l'individualisme forcené qui nécessite aujourd'hui la parité sociale, l'autonomie et la sécurité apportée par l'argent. Le risque, c'est que cette individualité, on risque de la perdre demain. Et on risque de la perdre demain, pourquoi? Parce que nos enfants, issus de procréation individuelle, et on parlera peut-être de la procréation individuelle tout à l'heure, pourraient présenter des déficits existentiels avant même d'être créés. Ils seraient alors une proie facile pour l'homogénéisation de l'espèce que désirent la science et l'économie de consommation. Et c'est ça le danger, l'homogénéisation de l'espèce, alors que nous avons été créés pour être, au contraire, tous différents. Oui, c'est un peu le problème de la consanguinité aussi. Il faut pas... Non, il y a quand même qui s'assemblent, se ressemblent, et vous avez quand même écrit une phrase comme ça. Moi, je voudrais... Alors, on va se revoir la semaine prochaine, et on parlera de ce héros romantique et idéaliste qui ne rencontre que des consommatrices effrénées, des amazones féministes ou des séductrices acharnées, mais aucune femme d'amour, car la femme a beaucoup changé. La femme est obnubilée par sa sécurité et son autonomie. Elle veut gagner sa vie toute seule, elle veut exister dans la société, elle mise sur le bonheur matériel et la consommation. Elle aimerait une histoire d'amour, bien sûr, et l'appui de l'homme également. Mais ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc, la deuxième émission, vous allez me dire comment ça marche. À bientôt. Quel programme. Au revoir. Au revoir.